Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostral et pour une nouvelle émission en compagnie d'Edmond Simeoni. Bonsoir. Bonjour. Nous nous étions quittés la semaine dernière sur cette élection de François Mitterrand, cette évolution à la fois institutionnelle et politique. Ces années 80 finalement qui voient émerger en Corse de nouveaux rapports de force, de nouvelles personnalités mais aussi de nouvelles institutions. Et on voit évidemment apparaître l'université, des médias corses, et puis bien évidemment de nouvelles institutions, et ça on va en parler tout au long de la semaine. On va dresser un bilan finalement de cet après 80 qui a, on peut le dire, considérablement modifié le visage de la Corse, le visage qu'on connaît actuellement. Oui, et effectivement, si on recontextualise cette évolution, on s'aperçoit qu'en interne, nous sommes très contents de la venue de Mitterrand. Pas tellement parce qu'on espère, parce qu'on n'a pas eu de garantie, mais tout simplement parce qu'on désespère des autres. Et que l'aggravation de la situation par Giscard, avec notamment l'affaire des polices parallèles, et tout ce contexte sulfureux, inquiète l'évolution de l'île. Je peux dire objectivement que s'il n'y a pas eu de guerre civile, c'est tout simplement parce que nous avons choisi la voie du dialogue et non pas la voie de la coercition, puisque nous avions identifié ces individus et que manifestement l'État poussait à la roue pour qu'on les liquide. On n'est jamais rentré dans ce jeu-là. Mais la Corse, quand Mitterrand arrive, elle souffle, elle espère. Et à partir de là, il faut dire que quand on sort d'une période aussi longue, aussi difficile de contention, de coercition, de répression, on est quand même satisfait d'un certain nombre d'avancées, une forme de reconnaissance, que les idées n'étaient pas toutes mauvaises, bien au contraire. En même temps, nous allons avoir des élus à l'Assemblée de Corse, ce qui était quand même le lieu saint du clanisme. Et tout doucement, l'opinion publique se prépare à ces nouvelles institutions. C'est un changement qui est un changement important, mais très vite les limites apparaissent, pour une raison simple. C'est que les statuts, on le verra après au décours des autres interventions, elle n'est pas faite pour résoudre la question corse. Les statuts sont faits pour permettre à l'État français d'atermoyer, de différer l'heure des véritables solutions, parce qu'ils pensent que le temps joue contre le peuple corse, contre son identité, contre sa démographie. Et c'est ainsi que tous les statuts, jusqu'à aujourd'hui, souffrent d'une part rédhibitoire qui en fait a deux racines. D'abord, insuffisance, je dirais, de la dévolution des compétences, insuffisance des moyens réels, c'est-à-dire le pouvoir législatif. C'est une véritable plaisanterie. Il y a aujourd'hui dans la presse régionale un article qui montre qu'il y a eu quand même 41 saisines de l'État et que l'État ne se donne même pas la peine de répondre alors que la loi lui en fait obligation. Par contre, on s'aperçoit que l'État joue constamment la montre et chaque avancée, que ce soit sur la langue, sur l'identité, sur les financements de l'agriculture ou autre, est l'occasion de combats épiques à telle enseigne que quand on arrache une victoire, on est satisfait, on dit on a avancé. Mais de facto, on patine et on s'en aperçoit. Pourquoi ? Parce que l'État, non seulement ne fait pas des avancées significatives, mais en même temps il nous culpabilise en disant vous n'utilisez pas le statut qu'on vous donne, alors qu'il fait obstruction, et à la délégation de véritables pouvoirs et à leur exercice réel. Mais surtout, l'État est très très complaisant vis-à-vis du clanisme, à telle enseigne que le clanisme qui a été expulsé par les combats politiques de la représentativité se retrouve en position relativement de force parce qu'il est quand même très présent et qu'il pénètre dans les institutions. Alors, dans ces années 80, on voit émerger de nouvelles, de nouveaux médias. On voit émerger l'université qui se développe au fil des ans. Ce sont deux avancées, on peut le dire, notables pour la Corse. Ce sont des avancées notables et ce sont des avancées sur lesquelles le pouvoir politique, du moment que les affaires étaient sur le rail et dans la matrice, il était difficile de les contrer parce que avec la libéralisation de l'information, il est certain que quand vous passez d'un monologue étatique et claniste à une diversification des sources, que vous avez d'abord, même la presse nationale elle-même, elle subit la contagion au niveau des télés, des comptes rendus sur la Corse,
c'est beaucoup plus équitable, même si ça n'atteint pas encore une vitesse de croisière satisfaisante. Mais ici encore, c'est FR3, RCFM, les petites radios, le débat qui vient libre, les journaux, il y a encore les 2 journaux à l'époque, il ne faut pas l'oublier, avant que la concentration n'aboutisse à la disparition du Provençal. Tout cela produit quand même un effet très très important sur l'évolution de l'opinion publique, à mon avis alimente beaucoup le débat et permet aux idées nouvelles d'avancer. Mais quand même, le garrot est fermement tenu sur les fondamentaux. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, les Corses, finalement, deviennent maîtres de leur image, maîtres aussi avec cette arrivée de médias, finalement, en tout cas de leur image au niveau régional? Là, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on commence à participer à un jeu démocratique, en fait, que nous n'avions jamais eu et qui nous serait revenu de droit, comme à tous les pays du monde, et à toutes les régions de France et de Navarre. Mais en fait, quand vous n'avez pas le pouvoir politique, quand vous n'avez pas le moyen financier, quand vous n'avez pas le pouvoir fiscal, quand l'État, par le secrétariat général aux affaires corses, régente tout, l'alpha et l'oméga de votre vie, il ne faut pas dire que vous pouvez changer l'image, parce que toutes les démarches sont faites sous le contrôle strict et contrôlé de l'État. Et l'État, il est partenaire du système claniste. Le clan, qu'il le veuille ou non, est constamment obligé de composer avec l'État, pour les finances, etc. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et je pense que là, il y a une émancipation au niveau des idées, et les gens comprennent, ont un avant-goût de ce que pourrait être la liberté, mais de toute façon, il était insensé de penser qu'en 2, 3, 4, 5 ans, on allait passer d'un statut colonial à un statut d'émancipation. Est-ce qu'aussi, à ce moment donné, finalement, les idées nationalistes qui sont plus représentées dans les médias, on le voit, puisqu'il y a ces médias corses qui se mettent en place, qui sont en train de naître, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas le sentiment que, via justement ces médias, vous représentez un danger pour la classe politique dite traditionnelle, puisque ce sont des figures, on le sait, à cette époque, les figures nationalistes sont des figures jeunes, sont des figures éminemment médiatiques, qui maîtrisent les codes par rapport, on peut le dire, aux figures clanistes vieillissantes aussi. Bien sûr, mais là, il y a toute une poussée qui, en gros, s'échelonne de 70 à 80, avec tous les événements que nous avons vus dans des émissions précédentes. Nous sommes sur une vague qui est extrêmement porteuse, mais jusqu'à 1980, et à la reconnaissance de la décentralisation en France et au statut particulier de la Corse, au premier statut particulier, on n'est pas rentré dans le concret. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir certaines libertés et certaines facultés tempérées par le refus de Paris de nous donner davantage de liberté. Ça, c'est une constante de sa politique. Mais l'opinion publique constate que nombre d'idées qu'il n'avait pas droit de citer sont aujourd'hui reprises, sont portées par des responsables nationalistes de différentes tendances. Mais il faut dire qu'en gros, il y a déjà deux socles. Il y a le socle réformiste, qui est un socle essentiellement après l'ARC avec l'UPC. Et puis ensuite, il y a le socle qui entretient de très bons rapports avec le FLN, qui est clandestin, le mouvement, mais qui en même temps a des traductions politiques, avec aussi des traductions syndicales, socio-professionnelles, qui est en pleine ascension, ponctuée d'une aggravation, il faut le dire, des attentats et une détérioration de la situation politique et économique. Donc les Corses, bien entendu, ils considèrent que c'est une avancée, mais ce n'est qu'à l'usage qu'on se rend compte que les choses ne changent pas. Mais le système politique, lui, par contre, il a vite pris conscience que c'est un danger extrême et que nous allons utiliser assez intelligemment, je pense, les espaces qui nous sont offerts. Et c'est la raison pour laquelle il commence tout doucement une mutation qui fait que du bout des lèvres, et puis après froidement, et puis après aujourd'hui presque à égalité avec nous, il porte les thèmes que nous avons cessé de porter tout seuls. On en parlera justement demain de cette mutation du paysage politique insulaire. À demain, merci. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour cette seconde émission de la semaine en compagnie d'Edmond Simeoni. Bonsoir. Bonsoir. Donc je rappelle évidemment que la totalité des émissions que nous avons réalisées ensemble depuis plus d'un mois déjà sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Nous avons retracé cette histoire des années 60, 70, 80. Aujourd'hui finalement on va faire un parallèle entre ces années 80 et
on voit finalement s'opérer depuis les années 80 un changement, une mutation profonde du paysage politique insulaire. Selon vous, finalement, comment s'est opérée au fil du temps cette mutation ? Des clans ont disparu, de nouveaux leaders ont émergé, une nouvelle façon de faire de la politique aussi finalement est apparue. Comment finalement s'est exercée cette mutation ? Les mutations, a posteriori, on les discerne mieux parce que les dates ne se télescopent pas, mais quand on vit ces transformations, on ne les vit pas de façon aussi tranchée. On a la tête dans le guidon, c'est ça. Il est certain que le système de Jacobi est un système qui a vécu. C'est un système qui est en fin de course, le système de François Jacobi. Il est certain que Roccaser a quand même encore des beaux jours, puisque avec des gens qui appartiennent à sa famille libérale, mais qui ne sont pas des sens clanistes, de formation claniste. Je pense en particulier à Jean Baggioni, à José Rossi. C'est quand même une autre conception de la politique qui commence à prévaloir. Donc la mutation, même dans le système lui-même, elle se fait. Des gens comme Tony Sindali et des tas d'autres gens sont quand même des gens beaucoup plus ouverts. Puis après, plus près de nous, les gens comme Ange Santini, etc. Donc, si vous voulez, là, la mutation se fait insensiblement, les idées nouvelles avancent au gré des histoires conflictuelles de la Corse, au gré de toutes les difficultés que l'on rencontre même après 1980, mais ça se fait quand même de façon très très progressive, non heurtée, et tout doucement, si vous voulez, se constitue un bloc conservateur qui a muté. Ce n'est plus l'ancien clanisme qui maîtrisait, je dirais, totalement la fraude électorale, qui maîtrisait totalement la cotorep, qui maîtrisait les centres de pension, qui maîtrisait tous les atouts de pouvoir, toutes les adjudications ou autres. Donc il est obligé de partager, il est obligé d'être plus attentif, parce que nous commençons tout juste à peine à avoir des élus locaux, indépendamment des élus territoriaux qu'on aura en 82, des 7 avec l'UVC. Mais la mutation se fait de façon très lente. Et puis après, vous avez des gens comme Prosper Alphonse, qui incarnent la prise de pouvoir du PRG, nouvelle mouture. Prosper Alphonse, il n'a rien à voir avec François Jacob, au point de vue du système, au point de vue de la gestion de l'Assemblée de Corse. Bien sûr, il est émergé, bien sûr, il est conjoint et solidaire de ce qui s'est passé, mais enfin, ce n'est pas du tout le même exercice du pouvoir, à telle enseigne qu'il nous propose tout de suite des postes de responsabilité que nous n'avons pas acceptés. Donc la mutation se fait progressivement, et en même temps, la pression nationaliste, elle est très forte, par le biais des forces réformatrices et plus révolutionnaires, et là, véritablement, c'est rémé par des séries d'attentats, par des séries de procès, des séries d'interpellations, avec en permanence, a posteriori, quand on voit qu'il y a eu 3 ou 4 amnisties et qu'il y a eu 4 statuts, c'est facile à dire, mais enfin, quand on le vit, on ne le vit pas avec des césures aussi nettes. On peut dire aussi que finalement, au fil du temps, les idées nationalistes sont devenues consensus, au point même aujourd'hui qu'elles sont reprises par une majorité importante. Là aussi, le glissement s'est opéré progressivement. Là, il s'est fait progressivement. Mais enfin, il ne faut tout de même pas oublier qu'en Europe, il y a quand même 83 statuts d'autonomie. Qu'en Europe, il y a 250 millions d'Européens qui vivent dans le régionalisme ou le fédéralisme politique. Et que l'État-nation comme la France ou l'Angleterre, qui depuis a lâché du lest en Irlande, en Écosse, etc., avec la dévolution, les États-nations comme la France sont de plus en plus isolés. Donc, de ce côté-là, je dirais, l'Europe a beaucoup avancé et à l'heure de la communication qui devient plus intensive, les gens ont des yeux pour voir, ils entendent parler de la Catalogne, ils entendent parler des régions à statut spécial de l'Italie, ils entendent parler des Länder. Donc progressivement, l'idée s'acclimate que l'État-nation est un vieux système, qui est un système un petit peu ringard. Mais le système politique lui-même s'adapte. C'est-à-dire qu'à mesure, il change, il fait sa mutation. C'est-à-dire qu'il commence à épouser les thèmes les plus progressistes sur l'identité, sur la langue, sur l'université, qu'il a combattu, on le sait, il a combattu la langue et l'université de façon agressive, de façon mortelle, parce qu'il voyait un danger pour ses prérogatives et la renaissance de l'identité nationale. Mais après, par contre, il est devenu extrêmement accommodant, à telle enseigne que très souvent, je dirais, les conflits idéologiques sur l'identité du peuple corse
le peuple corse a été reconnu à l'intérieur de la communauté corse, même s'il n'a pas été adoubé par l'État français. La langue corse, elle commence à avoir droit de cité, elle commence à se développer, c'est timide, c'est sans commune mesure avec le retard accumulé depuis 2 siècles, mais enfin c'est très intéressant. Et là, tout doucement, on assiste pendant toutes ces années-là, progressivement, à une mutation qui, à travers un certain nombre de secousses, nous amène, je dirais, après à l'arrivée de Mitterrand et après à l'évolution. Merci beaucoup Edmond Siméon. On se retrouve demain pour notre 3e émission de la semaine en votre compagnie. À demain, au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour cette 3e émission de la semaine, nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie d'Edmond Siméoni. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle évidemment que toutes ces émissions sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Hier, nous avons évidemment évoqué cette évolution du paysage politique insulaire, cette évolution aussi, ce consensus qui s'est fait finalement au fil du temps autour de ces idées portées par le courant nationaliste. Paradoxalement, on assiste depuis quelques années aussi à une forme de dépolitisation, en tout cas peut-être chez les plus jeunes. Comment finalement aujourd'hui, d'une Corse extrêmement politique, extrêmement politisée au fil des années, on arrive finalement aujourd'hui aussi à ce contexte qui est commun finalement avec d'autres pays comme la France, avec des pays aussi européens, où cette jeunesse finalement aussi n'a plus foi en le politique. Là, il y a un phénomène qui est un phénomène général, c'est-à-dire c'est la dévalorisation de la politique en règle générale. Bon, les gens aujourd'hui, par les moyens de communication, savent ce qui se passe en Italie, c'est ce qui se passe dans toute l'Europe, ce qui se passe aux États-Unis, en Amérique du Sud, et on ne peut pas dire que la fonction politique, au sens général du terme, au sens générique, soit revalorisée. C'est une succession de scandales. Bon, celui d'actualité concerne la FIFA. Mais avant, c'était impensable. Bon, aujourd'hui, on trouve normal qu'un des dirigeants a encaissé un chèque de 10 millions de dollars, je ne sais pas combien, sur son compte particulier. Donc, il y a une dévalorisation de la politique. Et ici, en Corse, il y a un problème, c'est que quand nous avons été dans une phase qui était une phase de contestation, d'affirmation, de résistance, on a trouvé, en particulier chez les gens comme les étudiants, qui quand même sont déjà des adultes jeunes, 18, 20 ans ou autres, les principaux cadres de la démarche réformiste et certains de la démarche FLN. Et puis après, progressivement, dès que nous sommes rentrés dans le premier statut particulier, il y a une dépolitisation. Pourquoi ? Parce qu'on est passé du système claniste, qui est un système dans lequel il n'y a pas de débat d'idées. Ce sont simplement des filiations familiales. On vote de père en fils parce qu'on m'a rendu service, parce qu'on est du même parentel, parce qu'on est parents, parce qu'on est amis, parce qu'on espère des avantages, etc. On est passé à un système relativement un tout petit peu plus démocratisé. Et là, les gens ne s'emparent pas des idées parce que le mouvement nationaliste lui-même n'a pas le temps de faire de la pédagogie, de l'exercice. Il ne faut pas oublier que le mouvement nationaliste est engagé dans le combat sans arrêt, pour préserver les acquis et pour essayer d'avancer. Donc il y a une dépolitisation qui est une dépolitisation générale du corps social. Et puis aujourd'hui, avec la mondialisation de l'information, des loisirs, avec les tablettes, avec les jeux vidéo, avec la jeunesse qui évolue au gré des modes, il est certain qu'il y a de plus en plus une homogénéisation de la société internationale. L'observation que vous faites avait déjà été remarquée il y a déjà une vingtaine d'années, quand la société chinoise, qui pourtant est claquemurée dans des fermetures idéologiques, avec le contrôle de l'information, commençait quand même à porter des jeans, à écouter de la musique pop, etc. Donc là, je crois qu'il y a une évolution de société qui est importante. À mon avis, la réinsertion des jeunes, je ne parle pas des enfants, parce qu'il faut respecter l'enfance, et chez les enfants se concentrer surtout sur leur éducation, mais la jeunesse, à mon avis, deviendra politisée au véritable sens du terme, pas partisan, ne prendra conscience, ne s'impliquera que dès qu'on aura les moyens de commencer à construire. Aujourd'hui, quel est le poids que vous avez sur l'affaire de la SNCM, quel poids vous avez sur les finances de la Corse? Ça joue à la marge, on n'avait pas de pouvoir de décision. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à une très forte précarisation des jeunes, de la jeunesse insulaire, une précarisation sociale bien sûr, c'est-à-dire le problème de l'emploi, mais aussi finalement une jeunesse
qui poursuit de moins en moins de longues études. On le voit en Corse. Aujourd'hui, les Corses, la proportion de jeunes Corses qui fait des études est beaucoup moins importante. Parce qu'avant, quand moi je suis parti à l'université en 1950-1952, la promotion passait par la scolarisation, l'universitarisation, et que progressivement, avec la détérioration du marché mondial, la perte des colonies d'abord, heureusement qu'elles ont été perdues, mais les difficultés économiques, qui à part les 30 glorieuses, après n'ont cessé de s'accumuler, le marché de l'emploi devient difficile ailleurs, et de moins en moins le diplôme devient un sésame pour trouver un emploi. Donc la fonction, je dirais, vraiment rémunératrice du projet d'insertion par les études, elle se délite. Et c'est comme ça, les gens font des études de plus en plus précaires. Et puis la précarité, elle touche aussi la société. Quand vous avez dans une ville comme Ajaccio 17 500 personnes précaires, et en Corse vous en avez 40 000 qui sont dans des difficultés extrêmes, je ne pense pas que les enfants qui sont issus de ces milieux aient suffisamment d'environnement social, familial, affectif, et même l'envie, parce qu'ils sont confrontés à des conditions de vie difficiles. Il y a donc une dépolitisation, et c'est peut-être aussi ce qui fait le jeu de certaines attitudes extrêmes, ou parfois d'indifférence qui est grave quand elle s'accompagne d'une forme de dégoût de la vie en société, du fait qu'on ne croit plus du tout aux valeurs collectives, qu'on ne croit plus aux principes. Merci beaucoup Edmond Simeoni, on se retrouve demain. Demain, nous allons reprendre bien évidemment le fil aussi chronologique de l'histoire puisque nous allons évoquer une autre évolution institutionnelle importante, le statut Joxe. À demain, au revoir. Bonsoir, nous sommes jeudi, nous sommes sur Alta Frequenza pour Storia Nostrale en compagnie d'Edmond Simeoni. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle bien évidemment que l'ensemble de ces émissions sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Hier, finalement, nous avons balayé en tout cas cette évolution à la fois institutionnelle, cette évolution sociétale aussi que connaît la Corse actuellement. Nous allons revenir au fil chronologique de cette histoire puisque nous allons reprendre au statut Joxe, évolution aussi institutionnelle importante et majeure. Alors là, quand Mitterrand arrive, indépendamment des changements dont nous avons parlé, et qui sont quand même relativement importants pour la Corse, même s'ils ne correspondent pas à ce qu'il aurait fallu faire, et nous n'avons pas cessé de le dire depuis le début, commencent à apparaître dans le paysage politique, d'abord des gens comme Joxe, Rocard, après Jospin, des gens comme Pisani, des gens qui marquent une époque. Bon, il y a des caciques, bien entendu, comme Pierre Mauroy, qui c'est le vieux parti socialiste, mais enfin, ils sont pris quand même dans un élan de modernité, et puis à l'espoir de Mitterrand qui arrive en 1980, dans une situation extrêmement difficile, et en particulier pour la Corse, qui affronte la détérioration de la situation, les polices parallèles de Francia, etc., et le sous-développement chronique. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Joxe, en gros, il a vite compris la nature du problème. Bon, à mon avis, il a fait une concession, il a amené Mitterrand à la faire, mais ça ne veut pas dire que Mitterrand l'ait tenu au courant de tout. Quand il a dit, dans le nouveau statut, il faut mettre en exergue le peuple corse composant du peuple français. Moi, je suis persuadé que Mitterrand s'était assuré auprès de Badinter que le Conseil constitutionnel retoquerait cette notion. Elle était aberrante. Le peuple corse ne peut pas être une composante du peuple français. Il peut être associé au peuple français, mais il ne peut pas en être une composante, puisque par définition, le peuple français, il est un. C'est la Constitution qui est ainsi faite. Donc, mais par contre, Joxe, il a pensé qu'il fallait moderniser ça. Donc d'abord, il a constitué une circonscription unique pour la Corse. Il a entamé ensuite une réforme très très importante qui a été la refonte des listes électorales. Alors ça, justement, il faut le souligner, c'est important aussi pour cette évolution du paysage politique corse, puisqu'on le sait, les fraudes étaient massives. Massives. Mais alors, ce qu'il y a d'important, c'est qu'on ne le voit qu'après coup. À mon avis, Joxe, je l'ai rencontré depuis, on en a parlé souvent, quand il fait ça, il pense porter un coup sévère à la fraude. Et sur le coup, bon, en gros, il y a 40 000 personnes qui sortent des listes électorales. C'était le volant des fraudeurs. Il faut bien qu'il y ait des matrices pour pouvoir voler et faire toutes les acrobaties qu'ils ont fait.
Mais en fait, ils n'ont pas renversé la charge de la preuve, je l'explique en 2 secondes. C'est-à-dire que si demain matin je vous conteste, c'est à moi à apporter la preuve que vous n'avez pas le droit d'être inscrit sur la liste. Or, moi, je n'ai aucun moyen d'avoir les éléments de preuve. Ce qu'il aurait fallu, c'était renverser la charge de la preuve. C'est la personne qui s'inscrivait devait apporter la preuve qu'elle avait les droits et titres pour être inscrite sur la liste. Qu'est-ce qui s'est passé? Le système planiste qui s'adapte toujours, progressivement, il a commencé à repolluer les listes électorales. Et on a vu, au fil de quelques années, le niveau des inscriptions revenir au niveau antérieur. Bien sûr, il y a des gens qui ont disparu, il y a des gens qui étaient morts, il y a des gens qui n'avaient plus aucun droit d'y être, mais enfin, n'empêche que le système planiste a reconstitué sa marge de manœuvre. Donc ça, c'est une réforme qui n'a pas marché, mais nous ne l'avons su qu'après. La circonscription unique, c'était quand même quelque chose d'intéressant, puisqu'on cessait d'avoir l'opposition entre Nord et Sud. Il y avait une volonté d'unification. Bon. Et puis ensuite, ce qu'il y a eu d'important, c'est le pouvoir, je dirais, le pouvoir normatif. Bon. Vous savez que les nationalistes, le peuple corse et le pouvoir de légiférer, ça ont toujours été des axes principaux, et le demeurent encore aujourd'hui. Bon, qu'a fait l'État? Nous ne l'avons vu qu'après coup. C'est qu'aujourd'hui, vous avez dans le principal journal quotidien de l'île, le seul d'ailleurs local, vous avez une critique extrêmement sévère de ce problème du pouvoir normatif. Bon, il y a eu 41 demandes de pouvoir normatif, sans vouloir faire rire les gens. Je dirais, il n'y en a qu'une qui a été accordée, c'était le mouillage forain, il y a quelques mois. Et pour les autres, alors que la loi fait obligation à l'État, non pas de dire oui à tout, mais au moins de répondre et d'argumenter, la plupart du temps, ils ne répondaient même pas. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment considéré que cette avancée théorique énorme que nous avons arrachée, en fait, ne servait strictement à rien. Et elle n'a pas servi du tout. Ensuite, bien entendu, il y a eu davantage de moyens, il y a eu davantage de décentralisation. On ne peut pas dire que tout était négatif, loin de là. Parce qu'il y a eu quand même un certain développement, certains moyens financiers qui ont été alloués à la Corse en vertu du rattrapage historique. Donc, objectivement, là, la Corse a changé. Je crois qu'il y a eu surtout à la manœuvre, après Prosper Alphonse, il y a eu Jean Bagione, il y a eu José Ross, il y a eu Camille, pour la famille libérale, je dirais, qui ont dominé la droite libérale. Et nous avons continué notre chemin toujours heurté, toujours difficile, mais en définitive, le statut Joxe était porté de bonnes intentions, mais du moment que si aujourd'hui même on nous donne un statut d'autonomie et qu'on ne s'attaque pas aux racines du clanisme, c'est-à-dire le contrôle de l'argent public, des adjudications qui soient faites normalement, la fin du clientélisme, la fin de la submersion, la fin de la submersion des crédits d'investissement au profit des crédits de fonctionnement qui traduisent des embauches, c'est un pays, vous ne pouvez pas le redresser. Ça n'a pas d'elle là, quoi. Bon. Et c'est ce qui s'est passé avec tous les statuts, malheureusement, c'est ce qui nous est encore. Merci beaucoup, Edmond Simeoni. On se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine. À demain, au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour cette dernière émission de la semaine en compagnie d'Edmond Simeoni. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle évidemment que ces émissions sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com. Hier, nous nous sommes quittés sur ce statut Joxe. Selon vous, finalement, qu'est-ce qui a manqué? Quels sont les manques finalement de ce statut? À quel moment le coche pour vous a été loupé? On a vu le premier statut. Le second statut, on le voit, mais quand on est sur l'obstacle et qu'on est en situation de prendre des responsabilités ou de se battre pour faire avancer ses idées, ce n'est qu'à posteriori que l'on voit, quand on a le recul. Et en fait, les 4 statuts, y compris celui qu'on prépare maintenant, ils souffrent tous de la même chose, c'est qu'ils sont frileux, c'est qu'ils ne vont pas assez loin, c'est que, en fait, le pouvoir central ne se dessaisit à aucun moment d'une de ses prérogatives essentielles. La prérogative essentielle pour la Corse, c'est quoi? C'est qu'il y a un peuple. Dans le cadre de la République, il y a un peuple. Il faut changer la Constitution. Les tables de la loi ne le permettent pas.
La deuxième chose, c'est qu'il faut un plan de rattrapage historique important, et non pas seulement le PUI qui a été intéressant, mais qui n'était pas suffisant quand même pour rattraper le retard abyssal. Selon vous, pourquoi ce PUI n'était pas suffisant? Il y a eu quand même des avancées majeures. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, d'abord, le pouvoir central est toujours pingre, mais le pouvoir central savait aussi parfaitement que notre société n'était pas à même, faute de projets, faute de dynamisme, faute d'ingénierie, d'absorber davantage d'argent. On nous aurait donné un PU qui aurait été le double de celui-là, ça n'aurait pas mieux fonctionné. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité justement d'avoir ces projets, cette ingénierie? Est-ce qu'il y a une évolution? Aujourd'hui, nous avons les potentialités, nous avons les hommes, nous avons des tas d'équipes, parce que le travail collectif a beaucoup mûri, parce que les élus se sont formés, mais ça ne se fera pas quand même par un coup de baguette magique. Hein. On ne passe pas de l'assistance et de l'aliénation, je dirais, à la résurrection, au travail collectif, à la démocratie, à la bonne gestion. Donc il va falloir quand même un certain temps. Et là, on a patiné tout simplement parce que frileux, insuffisant, pas de réel pouvoir de décision et en définitive gestion permanente de la crise en attendant la prochaine poussée de fièvre pour qu'à l'ACME, on décide un troisième statut particulier. Et le troisième statut particulier, vous le savez, ça a été Matignon en 2002. Justement, on va revenir sur Matignon. Sur ce contexte, c'est aussi un contexte particulier. Vous le dites bien, une poussée de fièvre qui amène à Matignon. Et là, est-ce qu'aussi on peut dresser un bilan de Matignon? Bien, le bilan de Matignon, en fait, ils souffrent tous de la même tare. Et celui qu'on veut nous imposer maintenant, à mon avis, il va encourir les mêmes reproches. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand l'Assemblée de Corse propose un certain nombre de réformes, comme le statut de résident, par exemple un pouvoir normatif plus important, une évolution des institutions, quand elle réclame la co-officialité, qui impose toute une révision de la Constitution française, l'État dit non. Autrement dit, déjà, vous voyez le cadre du quatrième statut, le statut potentiel. On en est encore dans le combat, rien n'est perdu. Mais le troisième statut, en fait, c'est un statut qui est un statut encore de gestion, d'aménagement de la crise, en disant de la part de l'État, dans quelques années, ils seront essoufflés, il y aura de moins en moins de Corse en Corse, il y aura de moins en moins de violence, progressivement, les Corses seront francisés, ils n'auront plus de capacité de résistance. C'est ça, c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui encore une poussée de fièvre telle qu'on les a connues dans les années 80-90 est-elle encore possible? On le voit, la dépolitisation, l'individualisme naissant, le nouveau visage de la Corse. Aujourd'hui, la poussée ne serait pas de même nature et ne pourrait pas avoir le même souffle particulièrement contestataire qui prévalait à l'époque. Seulement aujourd'hui, vous avez une économie, vous avez des gens qui ont investi, vous avez des gens qui attendent la solution des problèmes de transport, des gens qui attendent que le problème des retraites, tous les problèmes sociaux, le logement, la vie chère soient traités. Et ils s'aperçoivent qu'au contraire, la situation devient de plus en plus précaire. C'est-à-dire, vous n'avez plus en face de vous une armée de contestataires, essentiellement d'étudiants ou de militants comme moi. Vous avez aujourd'hui quand même un certain nombre de forces vives, de forces jeunes et autres, qui demandent tout simplement à ce que soit bâtie une société qui soit une société de progrès. Or, elle n'en prend pas le chemin. Et je crois qu'aujourd'hui, l'échec, parce que ce serait un échec sanglant, le statut que veut préparer M. Hollande, on ne va pas le laisser faire, bien entendu. Nous allons tout faire pour dresser contre lui tout le monde, bien entendu, en Corse, avec des arguments, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques jours, tout de même, à l'Assemblée de Corse, il y a eu 48 voix pour demander une réforme politique d'ensemble, même si on n'est pas d'accord sur tout. Donc vous voyez que progressivement, ça s'homogénise. Et si Paris spécule sur la division des Corses, sur ce plan-là, il se trompe. Mais en même temps, nous allons aller plus loin. Parce que nous voulons le pouvoir fiscal, parce que nous voulons les arrêtés bio, parce que nous voulons avoir le pouvoir de légiférer dans le cadre interne, parce qu'on veut que l'État s'occupe des affaires étrangères et de la défense nationale, et surtout parce qu'on va mettre à contribution l'opinion publique internationale. J'ai l'intention, avec de nombreuses personnes de différentes sensibilités, d'aller, si Paris persiste dans son autisme, d'aller sur les différentes scènes internationales pour mettre en cause la politique de la France en Corse.
Merci beaucoup Edmond Siméon. La semaine prochaine, nous allons évoquer ce temps fort de cette année 2015. On va parler justement d'Aléria, de cette commémoration qui n'en sera pas une. À la semaine prochaine.